Hello, hello. Hello, hello. Comment ça va? Ça va? On est mercredi, on est le 20 mai et on est à Tel Aviv. Il est 17h et on est toujours là. On est toujours là et grosse actualité d'aujourd'hui avec des infos en direct de la Knesset. Alors on va vous parler cette semaine. On se retrouve épisode numéro 13. Waouh. Ça porte bonheur. Quoi. 13e épisode, ça va être notre meilleur épisode, je le sens. Eh ben on espère. Donc dans l'actualité cette semaine, déjà on a ce qui s'est passé avec la flottille, on a l'Iran, on a la loi sur La dissolution de la Knesset. la dissolution de la Knesset et on a la loi à cause de laquelle la Knesset est dissolue, c'est donc la loi sur l'armée, sur le service militaire. J'ai compris. Voilà. Oui, on va vous parler des raisons. La loi des déserteurs. Ouais, la crise de coalition. Donc rien que là-dessus, on en a pour un moment. On espère que ça vous intéresse. En tout cas, c'est vraiment de l'actualité très très chaude des derniers jours, en tout cas, Ouais. et des dernières heures, au final. Ouais, la Knesset, C'était là il y a 2 heures. c'était cet après-midi. Ouais. Alors, Donc on voilà. va partir là-dessus. Je pense que c'est le plus simple. Ok. On va expliquer déjà. Peut-être la crise de la coalition, justement, qui a Ouais. amené à ça. Mais pour expliquer pourquoi la Knesset se dissolue, faut réexpliquer comment ça marche. Faut que tu reprennes. Je vois que tu me lances un truc de genre, allez, vas-y, tu t'y colles. Vas-y. Faut que tu expliques déjà Alors, Parce que tu peux pas comprendre comment ça se dissolue cette Knesset si Ça tu se comprends dissout. pas. Ça se dissout si tu comprends pas comment elle est T'as raison. soudée à la base. ok, tu veux que je commence par où? Prends par le début, sans la Knesset, comment ça marche, les 120 chaises. Mais tu vois, Ok. on en avait déjà parlé, mais bon, On va expliquer. Alors, en gros, donc le Parlement israélien s'appelle la Knesset. tu vois, là c'est bien. Et il y a 120 membres, 120 députés. Souvent, vous voyez peut-être dans les articles d'ailleurs, MK, Member of Knesset. C'est souvent écrit comme ça quand vous lisez un petit peu en anglais. Et donc, on a 120 MKs et qui représentent en fait donc, des gens qui ont été élus pendant les élections nationales. En Israël, il n'y a pas d'élection pour le président et des législatives. Il y a une seule élection qui est censée être tous les 4 ans. Là, c'est le plus proche d'ailleurs qu'on aura tenu de 4 ans, parce que la Knesset, en fait, c'est un peu comme la 4e République, pour ceux qui voient le modèle. Et donc, en fait, il y a une grande instabilité. C'est des modèles de coalition, et des coalitions, en fait, qui sont très peu stables. Et du coup, au moindre désaccord, la Knesset se dissout et on va aux élections. Et là, ça va faire presque 4 ans, 4 ans, ouais. 3 ans et demi. Et c'est vraiment du jamais vu, en fait. Donc, à 1 ou 2 mois après, on va vous expliquer que ça va sûrement se dissoudre avant le terme, mais c'est vraiment... c'est-à-dire, c'est peut-être la... C'est rare qu'on arrive à la fin du mandat. C'est-à-dire, ils avaient tellement à perdre, je pense qu'ils ont tenu bien plus que... Ils se sont bien tenus les coudes. Ouais, ils se sont bien tenus, ils n'ont pas lâché. Et aussi, ils avaient une plus large coalition. Donc, en gros, voilà, donc il y a les élections à un seul tour. Et ensuite, on a des résultats. Et je ne vais pas rentrer dans tous les détails. Il y a déjà un épisode là-dessus, si ça vous intéresse. Mais en gros, quelqu'un est chargé de former une coalition qui va donner lieu au gouvernement. Une partie des députés vont devenir ministres. Il n'y a pas de cumul de mandat. Il y a ce qu'ils appellent la loi norvégienne, c'est-à-dire que quelqu'un qui part de son siège de la Knesset pour être ministre laisse son siège au numéro suivant sur la liste. Donc en fait, ça progresse comme ça. Et en fait, cette année, je pense que ce gouvernement, ce qui est très spécial, c'est qu'ils avaient une plus large majorité que juste 61, ou au moindre désaccord, en fait, ça peut très vite tomber. Là, il y avait 64, à des moments 68. Enfin, c'était vraiment une très, très grosse majorité, une très grosse coalition. Et du coup, là, il a fallu un très gros mashber, une très grosse crise, pour en arriver à dissoudre la Knesset juste, en fait, 2 mois, d'avancée de 2 mois à peu près, les élections qui devaient être le 31 octobre et qui vont probablement, on va l'expliquer, être le 1er septembre. Ouais, moi je trouve pas que c'est une grosse crise, je trouve que c'est normal. Enfin, je trouve que ça aurait été plus normal
que la Knesset soit dissous, par exemple, le 8 octobre, après ce qui s'est passé. Mais non, ça, ils ont tenu quand même. Il y a des trucs, Oui, tu je vois, suis tu te d'accord dis, avec c'est incroyable qu'ils tiennent. Ouais. Et en fin de compte, ça montre ça montre le vrai visage de tous ces partis politiques qui sont pas là. Ils sont vraiment là pour leur business, quoi. Ouais. Alors, je te propose qu'on explique ce que c'est la crise actuelle et Ouais. après, j'expliquerai où on en est, en quelle étape et à quel moment la Knesset sera potentiellement dissolue. Donc pourquoi elle est Il dissoute? est dur ce verbe. Shana, pourquoi elle est dissoute, cette Knesset? Elle est dissolvée. Pourquoi elle se destroy? On passe. En hébreu, pizour, les phaser, c'est éparpillé. On l'éparpille. Voilà. Donc, c'est Voilà. Petit tulpan au passage. Pourquoi? Eh ben, alors, ça aussi, c'est génial. Vous l'avez peut-être lu. C'est un énorme... comment on dit? Enfin, c'est un coup de génie de Netanyahou. C'est-à-dire, il a réussi à appeler cette loi qui, dans son sens le plus profond, vient donner une exemption Quelle de loi? service De quelle loi tu militaire, parles? vient donner une exemption de service militaire aux ultra-orthodoxes, parce qu'ils sont ultra-orthodoxes, donc vraiment pas pour une autre raison que sur la base de l'appartenance presque ethnique à un groupe de la société. Donc ça va forcément en plus ne pas convenir à la Cour suprême qui est censée appliquer la loi et la déclaration d'indépendance qui dit que chaque citoyen, qu'il soit juif, arabe, musulman, chrétien, bahreïn, druze, tcherkessi, est égal face à la loi. Donc ça, je le rappelle, encore une fois sur notre petit débat apartheid. Donc tous les citoyens israéliens sont égaux de droit, mais pas de devoir, alors qu'en fait, ils sont censés l'être. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que tous les juifs, pas les citoyens arabes, tous les juifs sont censés, selon la loi qui a été passée à la création de l'État d'Israël, s'engager à l'armée. Les Arabes n'ont pas été inclus dans cette loi en disant qu'il y a une complexité supplémentaire par rapport au fait qu'Israël est en guerre avec des pays arabes. Mais récemment, dans la politique israélienne, ça commence déjà à faire débat. Et déjà, il y a des Arabes, des Druzes, des Bédouins qui font déjà l'armée, mais c'est pas obligatoire. Pour le public pour lequel c'est censé être obligatoire, c'est tous les Juifs. Et donc, il y avait eu, à l'époque de la création de l'État d'Israël, donc pour remettre les choses à plat, il y avait eu une dérogation qui avait été... T'as vu les mots que j'utilise? Génial. Il y avait une dérogation qui avait été donnée pour certains élèves des kollels, donc ce qu'on appelle les talmidim chachamim, qui étaient à l'époque vraiment pas beaucoup, et c'était des gens qui étaient, on va dire, presque des sportifs de haut niveau de la Torah. C'était des grands sages, en quelque sorte. C'était des sages, et donc on appelait ça des talmid chachamim, des élèves très intelligents, et ces gens-là, qui était vraiment une mini-minorité, qui n'était pas, je ne sais pas, ça devait être une centaine, j'ai plus les chiffres, et donc eux étaient exemptés d'armée comme on exempterait d'armée des sportifs de haut niveau ou quelqu'un qui est, je sais pas, qui fait de la recherche, enfin des gens qui sont, on préfère qui s'occupent de ça plutôt que d'aller s'en servir comme simple soldat. Et donc, ça, c'était Ben Gurion qui avait créé cette... En fait, j'ajoute un petit élément, c'est tout à fait ce que tu viens de dire. Et en fait, la raison pour laquelle il a fait ça, c'est parce qu'il voulait absolument, Ben Gurion, que tous les leaders de tous les courants sionistes, tous les courants en fait, du peuple juif, lors de la création d'Israël, signent la déclaration d'indépendance. C'était très important pour lui. Et d'ailleurs, on en est bien loin aujourd'hui de ce genre de leadership. Et donc, en fait... il avait accepté cette sorte de, voilà, comme tu dis, d'une centaine. Mais bref, il n'y en avait pas beaucoup, donc ça, it makes sense. À l'époque, c'était voilà. OK. Bon, et en fait, c'était une proportion, je crois 1% de la population de l'époque, mais du coup, même moins, je crois. Et en fait, il y avait cette idée que ça restera toujours petit, parce qu'à l'époque, je le rappelle, il y avait à Tzfat, à Jérusalem, à Hebron, il y avait des Juifs qui étaient là depuis des générations. Il y en avait qui avaient fait leur alia, même avant la création de l'État d'Israël. Et en fait... la grande vague d'Alia, les grandes vagues d'Alia, avant la création de l'État d'Israël, dans les années 10, 20 et 30, c'était des alias laïques, en fait. C'était des alias sionistes laïques, même quand elles étaient religieuses, elles n'étaient pas ultra-orthodoxes. Mais même les religieux, ils faisaient quand même l'armée. C'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de religieux qui faisaient l'armée. De toute façon, il y a toujours beaucoup de religieux qui font l'armée. Et personne ne se serait imaginé que dans le futur, on se servirait de cette dérogation pour pouvoir...
pour pouvoir vraiment exempter une partie, qui est une partie immense de la population 13%. israélienne. Et en disant, eux, ils ont le droit de ne pas la faire. Et surtout, et là où ça fait très mal, c'est en temps de guerre. Bah ouais. Et donc, c'est un problème qui a toujours... Moi, je me rappelle que quand j'étais soldat, c'est un truc, on en parlait souvent. Parce que moi, quand j'étais à l'armée, j'étais avec des Rovche Kipot, on va dire. Mhm. Il y avait mais il y en a toujours. Ouais, non, mais dans mon unité, il y avait toute une marlaka. Donc, il y avait, on va dire, dans mon bataillon, il y avait toute une unité, ouais. Qui étaient des religieux. Donc, c'était la plupart des gens qui venaient, on va dire, qui habitaient dans des implantations. Et bon, ils viennent vraiment d'un background beaucoup plus religieux. C'était tous des religieux. Mais ceux-là, ils continuent à faire l'armée. Et donc, eux, ils faisaient une année de cours de religion. Et ensuite, ils allaient à l'armée et ils retournaient ensuite étudier. Ouais. Mais ils faisaient l'armée. Ils faisaient l'armée dans des unités combattantes et tout ça. Et on parlait des ultra-orthodoxes souvent, comme quoi c'était pas normal que... Enfin, tu vois, même eux, bien sûr, ils trouvaient ça complètement fou qu'il y ait des Israéliens qui vivent en Israël, qui aient le même âge que nous, et qui ne fassent pas l'armée. Et toujours, il y a l'histoire qui revient, c'est quand tu rentres dans cette discussion-là, mais oui, mais les Arabes, eux, ils ont le droit de ne pas la faire. Et donc, tu vois ce que je veux dire ? Après, tu compares deux choses qui sont incomparables. Je pense qu'il y a pas de raison. C'est-à-dire, moi, je suis tout à fait pour qu'il y ait une centaine, 500 religieux ultra-orthodoxes qui continuent à prier pour le bien-être d'Israël et déjà qu'ils aillent vraiment prier tous les jours parce qu'on le sait que tous ceux qui vont pas à l'armée, là, les 18-21 ans, ils sont dans les rues en train de fumer, faire des drogues et tout. Enfin, c'est vraiment n'importe quoi. Il n'y a aucune vérification aussi par rapport à tout ça. Non, c'est clair qu'ils ne sont pas là pour étudier la Torah. Voilà. C'est ceux qui doivent le moins la connaître, j'imagine. J'imagine que, ouais. Et donc, du coup, on se retrouve dans une situation absurde. Et en fait, ce qui s'est passé sous le mandat de ce gouvernement, c'est qu'ils ont essayé de façon active de, en fait, tourner cette dérogation en une loi qui viendrait justifier le fait que des centaines de milliers, parce qu'on est autour de 200 000, jeunes et à l'avenir, la majorité ne soit exemptée, et d'inscrire ça dans une loi qui viendrait donc créer une inégalité de droits et de devoirs. Et ce qui est génial, c'est qu'ils appellent cette loi-là la loi du service militaire, alors que c'est une loi la loi d'enrôlement. Et ce qui est encore plus génial, c'est que c'est ce gouvernement-là qui se fait passer pour le gouvernement d'ultra-droite, pro-va-t-en-guerre et tout ça, et qui est toujours en train de traiter l'opposition de traître à la nation. C'est-à-dire que tu as des gars comme... j'ai perdu son nom, le petit gros avec les cheveux blancs qui est au Likoud. Amsalem. Tu vois, tu l'as tout de suite repéré. Parce que je sais qu'il était dans l'actualité cette semaine. Tu as des gars comme Amsalem qui, à l'époque, il disait c'est clair qu'un ultra-orthodoxe, c'est comme un combattant. Ah oui, j'ai entendu, il a dit ça. Il a dit là récemment, il l'a redit. Donc c'est ces gars-là qui sont là à dire. Il a dit pire, il a dit pour moi, ceux qui étudient la Torah au lieu d'aller à l'armée, ceux qui sont exemptés, c'est aussi important et aussi héroïque que un des soldats qui se bat et qui meurt à Gaza. Oui. C'est dingue. C'est dingue. Et c'est des mecs, c'est du populisme. Et en fait, du coup, ils ont besoin des ultra-orthodoxes pour faire tenir leur coalition. Donc, en fait, ils ont mis même Bismuth, qui est censé être un mec sioniste, qui a fait son allié de France et tout. Netanyahou, il lui a dit t'as pas le choix, tu le fais. Et lui, il a dit amen à tout. Bah, bien sûr. Et il est donc Yoshev Rosh de la Vaada, donc il est, comment on dit, président de la commission du comité, qui s'occupe au Parlement de faire passer cette loi. Et en fait, il y a les familles du 7 octobre qui viennent. Il y a des familles de Milouim-Nikim, donc de réservistes, qui viennent à chaque débat de la commission et qui pleurent et qui leur expliquent et qui disent « Mais attendez, c'est pas possible, on ne peut plus être dans ça. » L'armée a dit depuis longtemps, à plusieurs reprises, qu'il est essentiel, il y a un besoin militaire pour protéger Israël, qu'on ait de nouvelles recrues, donc des jeunes qui peuvent être combattants, des hommes. Et malgré tout, ils font ce qui est un truc anti-sioniste au final, à mes yeux. Et ils vont essayer de passer une loi qui va inscrire dans la loi d'Israël
que les... Que les ultra-orthodoxes, ils ont le droit de ne pas faire l'armée. Alors que... et que ça ne leur retire aucun droit, et que ça ne leur retire aucun budget, etc. Tu vois. Ils ont plus de budget que tout le reste d'Israël. Tu sais, Mais ça, c'est vraiment là. Enfin, c'est vraiment. T'es pris en otage. En fin de compte, ils prennent le gouvernement en otage, les ultra-orthodoxes. Et encore une fois, c'est pour ça que tout le monde hait Netanyahou. C'est qu'il laisse faire. C'est-à-dire, lui, il est d'accord avec ça. Je pense que ça l'arrange. C'est-à-dire que... Non, c'est pas que ça l'arrange. Je pense qu'il est pragmatique au niveau où il se dit, bon, bah, si c'est ça qu'il faut faire, eh ben... donc il est prêt à tout. Parce il est prêt à tout. C'est un danger pour la sécurité d'Israël. Ce gars-là, oui. Donc d'Israël, ça vient toujours en second plan après ces petites histoires à lui. Lui, le plus important, c'est qu'il reste au gouvernement. C'est que ça, c'est lui le petit chef. Et si il faut donner... En arrivée au 7 octobre. Oui, mais il n'y a pas de problème. Si il y en a qui ne doivent pas faire l'armée, il n'y a pas de problème. Si j'avais vu, il y avait une proposition, puisqu'il y a des problèmes, un des problèmes, c'est qu'on n'a pas assez de soldats. Et donc, ce qu'ils proposaient, c'était de rajouter, d'allonger la période du service militaire. C'est-à-dire de 3 ans à 3 ans et demi. Ils l'ont déjà fait, je crois, pour les... Et donc, ils font signer les soldats un an de plus par-ci. Mais tu te rends compte que c'est un an de plus? C'est dingue. C'est-à-dire... Et pendant ce temps-là, les autres, ils en foutent pas une. C'est-à-dire que les enfants des ultra-orthodoxes, des 18-20 ans, pendant ce temps-là, eux, ils vont au boulot, ils font ce qu'ils veulent. Ils bossent même pas. Pour ceux qui bossent, quoi. Mais... c'est pas qu'ils sont toute la journée à étudier la Torah. Bien sûr que non. Et même s'ils l'étaient, c'est pas une justification pour autant. T'as pas besoin de 200 000 jeunes qui étudient la Torah, alors qu'il y a tous les autres qui vont à l'armée et à qui on n'a pas demandé... Enfin, tu vois, on ne vous a jamais demandé votre avis. À tous ceux qui ont été combattants, qui ont perdu des amis, etc., on n'a jamais demandé leur avis. Et certainement, je pense que tu demandes à n'importe qui, est-ce que tu préfères, à cet âge-là, aller étudier soi-disant étudier la Torah, mais au final, tu peux aller à la plage, tu peux aller avec tes potes, tu peux rester dormir. Je pense que n'importe quel jeune préférerait ça. Donc, c'est quand même une honte. Et alors, du coup, Ronnie, explique-nous pourquoi... Parce que là, ce qu'on vient d'expliquer, c'est qu'il y a l'air d'avoir une sorte d'accord entre les ultra-orthodoxes et Netanyahou. Donc, qu'est-ce qui fait que là, c'est ce qui nous amène à une dissolution de la Knesset? Alors, les ultra-orthodoxes, il y a les séfarades et il y a les ashkénazes. Donc, tu as chasse, c'est les séfarades. Eux, ils sont encore dans le truc, il n'y a pas de problème. Et eux, c'est ceux parmi les ultra-orthodoxes qui s'engagent le plus à l'armée. Parce qu'il y en a quand même quelques-uns. Ouais. Il y en a quand même je regardais les chiffres l'autre jour, c'était entre 10 et 15% qui vont à l'armée. Ah ouais. Parmi tous ceux qui y vont pas, il y en a quelques-uns qui y vont quand même. Et donc la plupart, c'est ceux qui viennent du camp séfarade. Okay. Et donc les Ashkénazes, eux, ils ont un parti qui s'appelle Yahadut HaTorah, qui est en fin de compte la coalition de 2 partis. Qui est Degel HaTorah et les Litaïm, qui sont le parti vraiment très hardcore et qui ont un rabbin qui a, je crois qu'il a 92 ans, si je ne me trompe pas, qui lui en a eu marre cette semaine, donc lui personnellement, et il a dit on arrête tout. Et donc il a écrit un petit papier en disant je ne crois plus Netanyahou. Mais donc parce que quitter le gouvernement, même une loi qui venait excuser et donner une exemption, c'était pas suffisant. Parce que pour lui ça traînait. Parce que pour lui ça traînait et lui ce qu'il veut, lui pour son petit groupe de gars, ce qu'il veut, c'est que cette loi qui donne, qui exempte les enfants ultra-orthodoxes de faire l'armée, il veut que ça soit tout de suite rédigé et avant que ce les soit élections. Plus encore. C'est-à-dire, il le voit à l'envers de toi et moi. C'est-à-dire, il le voit de même nous obliger à envoyer 20 000 jeunes. C'est inacceptable. Mais ce qu'il ne faut pas oublier en plus, c'est que ce groupe-là, il est antisioniste. Oui. C'est-à-dire que ces gens-là, ils vivent en Israël, mais ils ne se reconnaissent pas dans l'État hébreu, puisque... Ils reçoivent les aides, ils sont à la Knesset. Et donc, ils sont hypocrites, mais au plus haut niveau. Parce que,
ça arriverait dans aucun pays. C'est-à-dire, imagine qu'ils soient aux États-Unis et donc qu'ils rejettent les États-Unis en tant que pays, mais et donc ils n'arriveraient pas à avoir l'argent. Ils arriveraient regarde, pas à avoir. je sais pas, en Belgique, il y a une énorme communauté ultra-orthodoxe, ils travaillent tous. Oui, bien sûr, évidemment. Ils se permettraient pas de pas travailler. Donc il y a que en Israël Israël qui se permettent d'être antisionistes. Donc c'est des gens, je sais pas, Yom HaAtzmaut, tout ça, tu vas en voir, ils vont décrocher les drapeaux. Il y en a qui brûlent des drapeaux israéliens. Donc c'est des gars qui reconnaissent pas l'État d'Israël parce que pour eux, l'État d'Israël, il y a un problème avec le Mashiach et tout ça. Il ne peut pas y avoir d'État israélien tant qu'il n'y a pas eu de Mashiach. Bref, ils sont dans un autre délire. Et donc, pour eux, il n'y a pas d'État d'Israël. Mais si l'État d'Israël est là, on va en profiter. Mais il n'y a pas question qu'on fasse l'armée dans ce pays. Il y avait une mère, je ne sais pas si tu l'avais entendu, il y avait une mère qui s'était fait interviewer dans des Haredim, qui avait dit je préfère que mon fils il meure plutôt qu'il sorte laïque de l'armée. Parce que c'est aussi ça, on leur dit qu'ils vont aller à l'armée, ils vont rencontrer des laïcs et que, oiva voilano, ils vont sortir laïques. Voilà. Et d'ailleurs, en fait, l'armée, c'est aussi un melting pot qui permet à toutes les sociétés, au sein de la société israélienne, de se rencontrer. Et ils ont très peur de ça parce qu'ils se sont construits en une sorte de ghetto ultra-orthodoxe. Payé par nous. Payé, subventionné par nos impôts, avec que des droits et sans aucun devoir. Et tu sais, l'excuse qu'ils ont, c'est nous, on fait suffisamment pour la sécurité d'Israël, on prie, c'est grâce à nous qu'Israël existe. Mais cette Théana... Petit cours d'hébreu numéro 2. La théanote. Cette excuse. Ouais. Cette excuse, ce que je trouve incroyable, c'est que cet argument, c'est on s'en serve jamais, on leur mette jamais au visage cet argument. Parce que si vraiment ça marchait votre histoire, c'est-à-dire si dans un monde de fous, il suffisait de prier pour arrêter les missiles qui viennent d'Iran. Pourquoi on n'essaierait pas, par exemple, sur Bnei Brak ou sur Jérusalem, les villes les plus orthodoxes, au lieu de mettre des kippas de barzel, au lieu de mettre des systèmes antimissiles, il y aurait juste à ce que les gars, quand les missiles arrivent, ils se mettent à prier. Puisque... Non, mais ils te disent pas ça de façon comme ça. Ils te le disent de cette façon-là. Ils te le disent... Ils disent qu'ils protègent les soldats, que c'est grâce à eux. Ils protègent rien du tout. S'ils protègent les soldats, ça se serait. Si vous voulez faire le boulot, mais allez-y. Faites le boulot, priez pour que les... Alors moi j'ai eu une autre révélation cette semaine au même sujet, je me suis dit c'est quand même dingue ce concept où ils te disent c'est grâce à nos prières en gros qu'Israël existe. Ben oui, évidemment. Ils n'ont jamais rien fait à part prier. Voilà, et franchement on est en grosse sécu, merci les gars. Et donc je me suis dit est-ce que ça devrait pas être comme ça pour tout? Parce que si grâce à eux ils n'ont pas besoin d'aller à l'armée, donc voilà, est-ce qu'ils n'ont pas non plus besoin de la médecine? Donc peut-être que voilà, quand ils tombent malades, quand ils ont des cancers, quand ils ont des trucs, ils ont qu'à prier. Non mais tu te rends compte de l'absurdité, c'est-à-dire que en démocratie, tu es censé pouvoir faire ce que tu veux chez toi et même avoir une liberté d'expression. S'ils le disaient et qu'ils allaient à l'armée et qu'ils continuaient à dire au final c'est parce qu'on prie qu'on... Personne ne les empêche de prier. Mais et dans l'histoire du peuple juif, les sages, ils étaient aussi combattants. Évidemment. Tu vois, les rois David et tout, c'était des gens qui... Il n'y avait absolument pas de contre-indication à être un sage. Non, mais même au contraire, il n'y avait pas cette idée où soi-disant parce que tu priais. C'est une excuse, mais c'est une excuse qu'on a laissé passer depuis tellement d'années et c'est rentré dans le jargon commun, c'est devenu normal. Et ce qui est dingue, quand là tu t'en parles et je trouve ça dingue, c'est que ça a commencé cette folie avec la volonté de Ben Gurion de justement créer de l'unité. De les intégrer. De leur dire, de créer une histoire commune dans le nouvel État d'Israël. Et en fait, donc 78 ans plus tard, c'est le sujet qui crée le plus d'inégalités au sein des Juifs israéliens. Parce que c'est terrible de voir d'être israélien
d'envoyer ses enfants à l'armée, d'aller soi-même à l'armée. Et quand je dis aller à l'armée, c'est pas que tu y vas 5 minutes. Les gens, ils se rendent pas compte. C'est 3 ans de service militaire pour les garçons, De 2 ans 18 pour à les 21 filles. ans. 2 Imaginez ans. quand vous allez à la fac. Eux, ils vont... Et les filles, encore 2 ans, je dis 2 ans, mais il y en a qui signent 2 ans et demi, 2 ans Ouais. et 8 mois, Et 3 puis, ans. il faut savoir que selon les jobs que vous faites à l'armée, selon les rôles, on s'engage parfois dès 18 ans, on s'engage pour 5 ans. Exactement. Et puis après, il y a la réserve. Et donc, c'est une grosse partie de ta vie, c'est une grosse partie de ton développement qui va passer à un moment. C'est presque un rite de passage de devenir israélien ou de s'intégrer, on va dire, dans la société israélienne, de faire partie de ce qui s'appelle Israël. C'est presque un rite de passer par l'armée. Et eux, sous prétexte qu'ils étudient la Torah, ils sont exemptés. Et donc, en tant que guerre, en temps de guerre, là on a eu avec Gaza et avec le Liban, donc où tous les jeunes, ils vont à l'armée, tous. Moi je me rappelle, j'allais enseigner, j'avais des classes, elles étaient vides, il n'y avait plus un garçon, ils étaient tous à l'armée. Ils sont tous rappelés en fait, c'est ça qu'il faut. Tous On appelés, ne voit plus une fois, de et jeunes, deux fois, et on se 3 balade fois. dans la rue, dans les bus et tout, et on ne voit pas de jeunes. C'était ça, depuis le 7 octobre, c'était ça. Et c'est ça qui rend... Et les Israéliens, à un moment, ils se sont dit, mais c'est de la folie. Et eux, pendant ce temps-là, c'est pas qu'ils prient et c'est tout. C'est que pendant ce temps-là, ils ont des aides. Mhm. Ils ont des aides du gouvernement israélien pour envoyer leurs enfants pour les cantines, pour envoyer dans les Pour tout. ganim, pour accès au logement, mais des trucs qui sont incroyables. Et en Mhm. fin de compte, il y a beaucoup d'Israéliens qui les traitent de parasites au point où on en est. Ils disent, bon, vous êtes des parasites, vous êtes les parasites de la société israélienne. Et le problème, c'est que la droite qui se veut ultra nationaliste et ultra va-t-en-guerre et tout ça, ils ont un problème parce que d'un côté, ils se la jouent, c'est nous les patriotes, et de l'autre côté, ils acceptent ça. Et il y a un moment où le clash, il se fait sentir. Et c'est un problème genre d'être de droite et d'être avec les religieux. Mais comme ils se tiennent les coudes, ils vivent cette... ce Non, mais truc. c'est juste que Netanyahou, il sait nous vendre n'importe quoi. Moi, je ne Le sais même pas s'il arrive à le vendre encore à qui que ce soit. Peut-être à certaines personnes, mais c'est clair que plus personne n'achète ça. Ouais. Et donc, du coup. Et donc ce Rav Pinto, c'est Rav Pinto? Non, c'est pas Pinto. Non, c'est pas lui. Bref, ce grand rabbin de 92 ans, il a écrit la semaine dernière un petit mot en disant... Et donc, il a suffi que lui sorte de cette coalition pour que le gouvernement il soit désintégré, puisque tu as un parti avec 9 sièges qui dit, nous, on vote plus avec vous. Et donc, ce qui se passe, c'est que le responsable du gouvernement à la Knesset a fait une proposition de loi qui s'appelle donc la proposition de loi de dissolution de la Knesset. Et c'était la semaine dernière. Et donc, en fait... Là, aujourd'hui, je crois que c'était jeudi dernier, et là, ce qui s'est passé aujourd'hui, c'est le vote en Kriyat Romit, c'est-à-dire en la prélecture, le pré-vote. En gros, en Israël, il y a 4 lectures. Ouais. Ça dépend de quel genre de loi et tout, mais peu importe. Il y a 4 lectures pour chaque loi, où ça repasse après à chaque fois la navette, comme en France. Sauf qu'en France, je crois que si je ne me trompe pas, c'est entre... l'Assemblée nationale et le Sénat. Et en Israël, vu qu'on n'a qu'une seule chambre au Parlement, c'est voté en Assemblée générale. Ensuite, ça retourne en discussion dans la commission en question. Et là, comme c'est le choix du gouvernement, ils vont vouloir le faire passer vite, probablement. Après, avec Netanyahou, il faut se préparer à tous, les amis. Ça se trouve, la semaine prochaine, on vous dira on a dit n'importe quoi et tout. Ce qu'ils peuvent aussi arrêter. Ils peuvent aussi continuer à faire une hakika, à faire passer des lois, réussir à faire passer une loi d'exemption de fou, on ne sait pas. Mais ce qui est quand même beaucoup plus probable, disons 90%, je dirais moi 90% de chance, c'est que là, dans les prochains jours, les prochaines lectures, donc là on a Kriyat Romit, Kriya Rishona Shniya Shlishit, et donc 1, 2, 3, et à la fin de la 3e, la loi passe, et donc dans la loi qui dissout la Knesset, il y a la date des élections qui, selon la loi, est plus ou moins à 90 jours, ce qui nous amène autour du 1er septembre,
suffisamment loin des fêtes de Tishri qui commencent mi-septembre, où tous les ultra-orthodoxes vont à Ouman, vont en Ukraine, vont en vacances, etc. Et donc, ils ont fait toutes leurs combines pour que ça soit voté à temps, pour que les ultra-orthodoxes viennent, en espérant que les laïcs soient encore en vacances et ne reviennent pas, ils prolongent leurs vacances à l'étranger et ne viennent pas voter. Qui va à l'étranger ? Qui peut aller à l'étranger ? Non, le mois d'août, nous, on n'a pas de GAN. Les laïcs, ils n'ont pas de... Il faut le savoir en Israël, les écoles finissent en juillet. Et après, il y a en général 2 semaines un peu de centres aérés qui sont proposés de façon privée, où les parents doivent payer. Et après, les deux dernières semaines d'août, il n'y a rien. Ouais, non, mais ce qui se passe en ce moment, c'est que pour aller à l'étranger, c'est compliqué. On en parle non, mais là j'ai dit ça se trouve c'est pas ça leur truc, mais je dis en général c'est aussi quelque chose que ils prennent en considération. Mais là avec l'Iran et avec la guerre qui est censée reprendre chaque jour, on ne sait pas. Là cette semaine on a Trump qui a annoncé qu'en fin de compte il comptait reprendre les bombardements jeudi. Mais il avait décidé de ne pas le faire parce que les Émirats arabes, ils lui avaient demandé gentiment. Ouais. Et donc, il a dit et le Qatar. Et donc, n'importe quoi. Et donc... à part ça, j'ai pensé à toi. Parce que la veille de l'annonce, là, quand il disait on va attaquer, et Trump, une discussion de 45 minutes au téléphone, tout le monde nous faisait un build-up de ouf. Et... j'ai un pote qui m'a envoyé une vidéo de Picou d'Aoref, donc comment ça s'appelle, le front social, la commande, l'armée qui est responsable des... La commande civile. Ouais, bon, on vous trouvera le vrai terme. En gros, l'unité qui est responsable de la préparation au temps de guerre, mais pour les civils, a publié une vidéo qui annonce qu'il y a une mise à jour de l'application. Tu l'as vu ou pas ? Non. Je te l'ai pas envoyé. Mise à jour de l'application et il nous explique que maintenant il y a il y a des nouveaux sons. Des nouveaux sons et des codes couleurs. Donc on a le jaune-orange, c'est avant quand il faut se préparer. Ensuite il y a l'alarme quand il faut rentrer à l'abri. Et ensuite il y a en vert maintenant quand on peut sortir de l'abri. Ouais. Et ils ont mis une nouvelle musique quand on peut sortir de l'abri, genre tu vois, un truc genre tout va bien, tu vois, genre. Et je me suis dit mais c'est n'importe quoi. C'est ça quoi, c'est intégré complètement à la vie. Et tu cherches des indices, tu te dis est-ce que ça veut dire, ils le publient aujourd'hui, ça veut dire qu'ils ont mis une mise à jour, donc ça veut dire que... t'interprètes enfin je sais pas toi mais moi j'essaie, je vois mes potes dans mes groupes WhatsApp et tout, c'est genre tout le monde se demande attends il y a eu ça, est-ce que ça veut dire que c'est cette nuit, il y a des gens qui me disent oui t'as une pote qui est pilote, peut-être que tu lui demandes de prendre un verre et comme ça si elle t'annule tu sauras que... Je dis mais les gars vous êtes c'est pas James Bond, genre calmez-vous, on n'en sait rien. Non mais tout le monde est stressé et ce qui se passe quand il y a ce stress c'est qu'il y a des rumeurs qui commencent à tourner. Mais c'est ça. Il y a tout le temps des rumeurs et donc t'as des groupes WhatsApp, Telegram, sur Facebook, t'en as toujours. Il y a un groupe sur Facebook, ils s'amusent à stresser les gens. Et donc, ils font passer des infos, genre ce soir à 3h. C'est ça l'info qui passe, en gros, sur le groupe Facebook. Et donc, il y avait ça sur Polymarket aussi, tu sais. Ce soir à 3h. Donc, les gens commencent à demander ce soir quoi ? Tout le monde s'énerve. Et tout le monde est stressé. Au final, Trump ne fait rien. Mais Trump, je sais pas ce qu'il... Enfin, je sais pas. Bah, il fait rien. Non, pour l'instant, c'est clair qu'il fait rien. Il y a des faits. Les faits, il ne fait rien. Franchement, il se dégonfle, quoi. Alors, c'est marrant, tu vois, je sais pas s'il se dégonfle ou s'il essaye d'aller au bout déjà de réussir à faire pression sur l'Iran via la Chine, via le détroit d'Ormuz, tout ça, un peu en les étouffant. Ouais, bah, ça n'a pas l'air de marcher, quand même. Il a fait 50 fois... Non, mais ce que j'allais dire, c'est que c'est hyper drôle parce qu'au final, toi et moi, on est pacifistes. Et on se retrouve, et beaucoup d'Israéliens. Tu vois, je vois ça sur Internet, les gens, ils publient le fait que dans les sondages, 60% des Israéliens sont pour la guerre. Genre en mode, vous voyez, le génocide et tout. Et en fait, je me dis, mais les gars, vous comprenez pas ce qu'on vit, en fait. Vous ne comprenez pas ce qu'on vit. Déjà, on pense aux Iraniens. Je pense beaucoup d'Israéliens pensent aux Iraniens et le reste du monde en a rien à foutre. Qui se sont fait massacrer à 40 000 en 2 semaines, en quelques jours. Et on pense à la menace et aux proxys qui nous entourent et aux enfants qui sont morts le 7 octobre. Et il faut en finir. Et au final,
c'est même pas une question de Netanyahou. C'est-à-dire, on n'a pas le privilège que vous avez en Europe, aux États-Unis ou dans d'autres pays, à se dire que la guerre, c'est optionnel. Ouais, c'est comme un choix, mais c'est souvent. J'écoutais hier Tucker Carlson, Ah, tu l'as entendu? qui a été Interviewé. interviewé par la chaîne 13. Mhm. Ces gars-là, ils vivent dans un autre monde, donc ils ont une autre façon de regarder ce qui se passe au Moyen-Orient. Tu vois, ils se rendent pas compte de la réalité de vivre dans un pays qui est Non. constamment bombardé, constamment attaqué. Et donc le gars, il te parlait de morale. De toute façon, Israël, c'est pas un pays moral. C'est le pire. C'est le pire. Comment il a dit? C'est le pire agresseur du Moyen-Orient. Enfin, tu vois. Carrément. Ouais. Carrément. Et donc, faudrait que nous, on soit. On nous demande toujours d'être un peu cet alien, cet extraterrestre, où il faudrait qu'on se mange. Depuis la création d'Israël, il faudrait qu'on se mange des missiles du soir au matin. Et des pogroms. Et des pogroms Des et des attentats. attaques. Et on sait très bien que chaque déclaration de guerre, si c'est la guerre de 6 jours ou de Kippour, on sait très bien qu'il suffit qu'on en perde une et que c'est la fin de l'État d'Israël. On sait très bien que les gars qu'on a en face, eux, ils n'ont qu'une seule volonté, c'est la destruction de l'État d'Israël. D'ailleurs, c'est écrit partout. Ils le disent, c'est disent. écrit, l'Iran, ils le disent. Il n'y a pas de question, quoi. Donc tu peux pas te permettre de perdre. Jamais. C'est-à-dire, tu es toujours en mode... À la fois, là, on n'a pas gagné. Oui, mais tu peux pas perdre non plus. Tu n'as pas gagné, mais ouais, ça dépend ce que ça veut dire gagner. Mais c'est pas comme s'il y avait une guerre entre, je sais pas, enfin, comme les guerres qu'il y a en Europe, ou qu'il y avait en Europe, où bon, on se tape dessus et tout, et puis après on fait l'armistice, et puis chacun... Là, on sait très bien ce qu'ils ont en tête. C'est la destruction, il le dit, c'est la destruction de l'État d'Israël. Mhm. Et ce gars-là, il est là en train de te faire te parler de ouais, mais vous êtes pas un pays, vous êtes amoral. Et je comprends pas. Enfin, cette interview, elle était incroyable pour moi parce que d'un côté, tu as un Israélien donc qui essaye de défendre Israël, et de l'autre côté, tu as un gars qui comprend pas du tout le Moyen-Orient et qui est là et qui se permet de faire des remarques et des complots et donc Israël. Oh, mais c'est un mec très particulier. Le pire agresseur du Moyen-Orient et tout ça. Et pas un mot sur l'Iran, pas un mot. Et encore une fois, les histoires avec le génocide. Et nous, il faudrait qu'on soit donc, c'est-à-dire que on est d'accord, toi et moi, en tant que personne de gauche, et on veut la paix et tout ça, on est d'accord que ce qui s'est passé dans la bande de Gaza après le 7 octobre, c'est horrible. Bien sûr. Tous les morts civils, les enfants, enfin tout ça, personne ne veut ça. Non. Mais c'est pas que les Israéliens ils veulent ça, c'est pas que c'est voulu à la base. C'est-à-dire que si tu regardes les faits, c'est-à-dire que le 8 octobre, si le Hamas il avait rendu tout de suite les otages en disant bon on arrête les conneries, je pense qu'il n'y aurait jamais eu tout ça. Bien sûr. Et la preuve est que à partir du moment où les otages ont été rendus, les combats se sont arrêtés. Et donc, mais à chaque fois, on nous remet ça sur le dos, genre, non, Et je vais aller même plus loin, parce que s'ils les avaient pas rendus le 8 octobre, mais le 9, le 10, le 11, le 12, on est rentré en guerre autour du 21, si je me trompe pas. Oui, il y a eu 2 semaines 21, 25, 27, je me souviens plus. Donc, il y avait le temps, en fait. Il y avait une volonté de continuer de cacher ces otages, en plus dans des immeubles, dans des zones d'habitation, pour essayer de causer. Ils se cachent, eux, dans des habitations. Il y a une vraie utilisation des civils comme bouclier humain. Et en fait, tout ça, toute cette vision donc, vraiment génocidaire de venir et de tuer et de violer de façon systématique dans les kibbutzim, dans les villes israéliennes, etc., comme ils l'ont fait le 7 octobre, ça a été en fait complètement couvert. Ouais, mais il y a un autre et truc. Retourné. Il y a un autre truc qui me rend fou, c'est que nous, on demande toujours il y a toujours 2 standards. On demande à Israël de faire des trucs. Quand les Américains, ils ont envahi l'Irak, c'était l'Irak? Ouais, c'était l'Irak. Ouais. Quand ils ont été tapés à Mossoul ou à... Enfin, ça a été... J'ai pas entendu Tucker Carlson dire c'est un génocide. Mossoul a été rasé de la carte. En fait, non, mais c'est rasé. C'est-à-dire que nous, on demande de faire des trucs. Il y a un...
on n'est pas au même niveau que les autres pays. C'est-à-dire quand les autres pays s'engagent dans des conflits, ils font la guerre, c'est la guerre. Quand nous, on fait la guerre, c'est pas la guerre, c'est un génocide. Ouais. Parce que nous, on est mieux armés qu'en face, donc il faudrait qu'on se laisse taper. Non, je pense que ils utilisent aussi ce que des ministres ou des députés israéliens ont dit pour rajouter de l'huile sur le feu, mais qui n'ont aucune influence sur le déroulé des opérations sur le terrain. Donc en fait, je pense que cette fois-ci, ce qui est différent des conflits précédents, c'est déjà l'ampleur de notre investissement à Gaza et des opérations, etc. Le nombre de morts civiles, parce qu'il faut le rappeler, il y a plus de 50%, il y a environ 51% de jeunes de moins de 18 ans à Gaza. Donc forcément, en proportion, le nombre de victimes dans une guerre telle que celle qu'on a vue à Gaza va avoir un nombre indécent de femmes et d'enfants. C'est une évidence et c'est une catastrophe. Et je pense qu'il faut comprendre que il faut très bien comprendre la société israélienne pour être capable de comprendre ce qui se passe, où en fait, je pense qu'il y a eu une période après le 7 octobre où il était très difficile pour les Israéliens, même de gauche, d'avoir de l'empathie, parce que c'est une conséquence d'un traumatisme tel qu'il est très dur, je pense, humainement, psychologiquement, d'avoir de l'empathie pour la personne que tu considères de l'autre côté, être responsable des massacres que ton peuple vient de vivre et de la peur que tu as vécue, parce qu'en vrai, je ne sais pas si le gens se souviennent, mais pendant des semaines, il y avait des risques qu'il y ait encore des terroristes qui se baladent en Israël, qui auraient été cachés et qui pourraient se révéler. Plus on avait des missiles du nord, du sud, de partout. Et donc, je pense qu'il n'y a pas du tout eu tu vois, une sorte d'opposition comme les gens sont habitués quand il y a un conflit où la gauche dans le monde se réveille et s'oppose à tout ça. Chez nous, c'était très, 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 très réduit. Et donc, du coup, ça a donné le sentiment que tout le monde, en fait, dans cette absence de condamnation de la guerre, ils ont vu une sorte de soutien à un truc de revanche, alors que ce n'était pas du tout le cas. On était meurtris. Même si ça avait été le cas. Même si ça avait été le cas. Bien sûr, mais je Parce te dis, que c'est nous, l'était pas. Nous, on est tenus à un espèce de code qui est intenable. Nous, on doit toujours être celui qui tend l'autre joue. Alors que n'importe quel autre pays, enfin, je ne sais pas si c'était arrivé aux États-Unis, à la France et tout ça, mais ils auraient rayé Gaza de la carte, mais le lendemain, enfin, ils n'auraient même pas discuté. Enfin, tu vois la taille de la bande de Gaza par rapport à... Et nous, on est tenu à un espèce de truc. Non, nous, faut qu'on attende, faut qu'on y aille gentiment, faut qu'on demande. Oui. Alors que je ne sais pas si les gens ils savent, mais Israël, par exemple, quand il s'est engagé dans la bande de Gaza, ils ont envoyé, ils sont passés en avion. Donc, c'est-à-dire qu'avant d'entrer, par exemple, à Djebalia, Beth Laïa, chaque quartier dans lequel ils sont rentrés, l'armée, ils ont prévenu avant. C'est-à-dire ils ont envoyé des leaflets, des flyers en disant, avec inscrit en arabe, l'armée va arriver, on demande aux civils de partir. On va bombarder, mais vous avez 24 heures, 48 heures pour pouvoir... et ils donnaient exactement les routes pour sortir. Et c'est pour ça que vous avez sûrement vu ces vidéos vraiment d'exode. Quelle armée dans le monde a fait ça? Donne-moi une armée qui a prévenu son ennemi. Les populations civiles pour qu'elles se déplacent pour ne pas tuer les populations civiles. Mais jamais, et surtout pas les Américains, ni les Français, ni les Anglais. Et au-delà c'est ces gars-là qui sont là de nous traiter de génocidaires du soir au matin. Il y a un génocide au Soudan, là, en ce moment. Je regardais encore hier ce qui se passait au Darfour. Mais des massacres. Non, c'est Israël, et tu as ce Tucker Carlson qui est là en train de dire Israël, c'est la pire menace pour le Moyen-Orient. Il te parle de droit international, mais il n'y a aucune référence le fait, par exemple, que l'Iran tape sur Israël avec des missiles balistiques. Là, le droit international, ça lui paraît un peu normal. Et que le Hezbollah au Liban continue, en temps de cesser le feu, de tirer et des missiles et d'envoyer des drones explosifs sur le nord d'Israël alors qu'on est en cessez-le-feu. Ça aussi, c'est une violation du droit international dont ils s'en foutent complètement. Je sais pas. Tu voulais nous parler de la flottille. C'est l'occasion. Et donc, dans ce...
Ouais, et donc il y a cette flottille dans toute cette folie. C'est très. Et je crois que la flottille, c'est exactement. C'est un bon exemple. Parce que d'un côté, tu as envie de défendre Israël en tant qu'Israélien. Mhm. Et d'un autre côté, tu as ce gouvernement qui est un gouvernement de malades. Ouais, de grands malades. Et donc, tu sais que c'est des connards en face, le gouvernement. Tu sais que c'est vraiment des... Enfin, il y en a, c'est vraiment des merdes, quoi. Franchement. Mais d'un autre côté, tu as Israël. Et il faut toujours que tu as le cul entre des chaises. C'est-à-dire que tu essayes de défendre Israël, mais sans défendre le gouvernement. Ou tu essayes d'expliquer et de parler de ce que le gouvernement fait, mais en Mais même ça aussi, c'est un double standard, tu sais. Je me disais par rapport à ce que tu disais. Même ça, c'est-à-dire que quand tu es américain, tu peux critiquer Trump. Et genre, c'est évident pour les gens. Tu peux être français et critiquer Macron, c'est évident pour les gens. Mais alors, quand c'est Israël, on est censé tous être aussi tarés que notre gouvernement. Tu vois ce que je veux dire ? Il n'y a pas non plus là-dessus ce double standard. Il n'y a pas du tout cette... Alors, pourquoi nous, on devrait... Tu vois, pourquoi dans d'autres pays, c'est une évidence ? On est tenu à être toujours les méchants. Les meilleurs. L'armée, c'est un truc qui revient souvent. L'armée la plus morale du monde, on est censé être on l'armée... le disait nous aussi. Tu vois non, mais c'était clair que n'importe qui a fait l'armée sait qu'il n'y a pas de morale dans l'armée. Enfin, c'est pas moral une armée. Guerre. Tu peux essayer d'être le plus moral possible. Tu peux essayer d'être OK par rapport au droit international et tout ça. Mais à partir du moment où tu arrives avec un tank et que tu tapes sur les gars d'en face, bon bah voilà quoi. Tu vas pour tuer l'ennemi. Donc c'est pas, je sais pas, c'est pas très moral. Ouais. C'est pas et les Carlson ils sont pas oui, c'est pas plus moral. Et donc alors cette flottille qui est partie donc c'est la 4e qui est partie de Turquie cette semaine. Encore une fois, on en parle à chaque fois. C'est la même histoire. C'est des gens qui partent en Israël, qui partent vers Israël pour faire un coup de com', c'est-à-dire pour être arrêtés et pour être pris en photo, et Israël tombe dans le panneau à chaque fois. Et là, je crois que ça a été la pire des fois. C'est-à-dire qu'il y a eu cette flottille qui est partie de Turquie, qui a été interceptée au large des côtes de la Crète, encore une fois, donc dans les eaux internationales. Ils ont abordé les bateaux, ils ont sorti tout le monde, ils les ont arrêtés. Il y a un gros bateau qui est un espèce de bateau prison sur lequel la marine les a rapatriés tous à Ashdod. Et là-bas, il y a un processing de vérification des identités et tout ça. Et on les renvoie à l'expéditeur. Et quand ils étaient à Ashdod sur ce bateau prison, t'as ce crétin, t'as cette merde de Itamar Ben-Gvir qui est venu... ministre de la... Qui est ministre de la sécurité intérieure, qui est là juste encore une fois, qui est là comme les ultra-orthodoxes, qui est là parce qu'il a réussi à prendre le gouvernement, à prendre Netanyahou en otage. Alors que Netanyahou avait dit qu'il ne serait jamais avec lui dans un ministère. Et donc ce gars-là qui représente encore une fois une partie, qui représente rien de la population israélienne, il arrive sur ce bateau et il se fait des selfies en vidéo en provoquant. Mais ça fait tellement mal à Israël parce qu'on voit donc les gens de la flottille qui sont traités vraiment comme de la merde. C'est-à-dire, tu as l'impression que c'est Guantanamo Bay. Alors que... Oui et non, parce que les foutre par terre, c'est... Les gars par terre, la tête entre les jambes et tout, c'est pas des grands terroristes. C'est fait pour être humiliant. T'as entendu qu'ils mettaient de la musique israélienne et tout derrière ? Non, mais ils leur ont mis la tikva. Moi, j'ai entendu quand ils ont abordé, ils ont mis Michel, la chanson de l'Eurovision. Ça t'aurait pas plu, ça, tiens ? Non, mais je trouve que c'est dégueulasse. Bien sûr, c'est dégueulasse. C'est pas que humiliant, c'est pas que humiliant pour eux. C'est une catastrophe pour Israël, bien sûr. C'est comme ça qu'on traite les gens. Bien sûr, c'est une catastrophe. C'est pas des grands terroristes, c'est des gars, c'est des stams. Tu vois, c'est des gars qui sont là, c'est les petites. Ils cherchent que ça surtout. Ils viennent et tout ça, et donc ils se retrouvent traités comme des terroristes d'Al-Qaïda avec les mains par terre et tout ça. Et t'as Itamar Ben-Gvir qui se prend en photo avec eux en disant regardez, voilà, on vous l'a bien mise et tout ça. Il a le drapeau israélien, et donc t'as ça qui passe à l'international.
Tu as Itamar Ben-Gvir avec le drapeau israélien et toutes les petites Espagnoles traitées comme de la merde. Et ça sert à quoi? Est-ce que ça sert à faire Il est en campagne d'élection. Ouais, est-ce que ça va le faire élire? Mais oui, c'est ça qu'ils veulent, c'est Tarek qui lui... m'étonnerait. Mais non, Tu ça sais, c'est évident. Tu sais, pour une fois, le premier qui a réagi, et là tu sens que vraiment il y a une pression, c'est Netanyahou. Il a dit quoi? Il a dit que c'était pas en accord avec Oui, mais il tient plus rien. Ouais, non, mais Il les tient plus, c'est des tarés. et le ministre de l'extérieur aussi qui a Des affaires étrangères. Katz, tout ça. Ah, de la sécurité. Ouais. Katz, de la sécurité. Et donc ils ont tous été, ils l'ont tous rentré dedans. Très en bien. disant, et il n'y a pas que lui qui a été, mais il n'y a que lui qui est rentré sur le bateau à prendre des photos avec. Ouais, moi je te dis, c'est sa campagne, Mais- il fait mais il y a- toujours ça. Il y avait Chaque année toujours qu'il y a aussi, des il y avait élections. aussi Miri Regev qui était là. Ah, elle est Alors, revenue de vacances. Oui, elle est revenue. Mais c'est des ministres, ils ont que ça à foutre. Ouais. Mais ça fait Il y a ça- les primaires pour le Likoud. ça fait tellement de mal à Israël, Bien à sûr. l'étranger, ça. Parce que ça va tourner maintenant, ils vont s'en servir. Mais Et même c'est- moi, je l'ai vu la vidéo, j'y croyais pas. Mais c'est pour ça qu'ils étaient venus en fin de compte. Bah oui. Et ça Pourquoi fait- ils y sont allés? Mais je comprends pas comment il est pas. Par exemple, là, de toute façon, le gouvernement va être dissous. Ok? Je comprends pas comment Netanyahou, dans l'heure, il le fout pas à la porte. Mais parce qu'il peut pas. Il peut. C'est lui le premier ministre. Et de toute façon, le gouvernement Mais sera. il peut. Il peut, mais il le fera jamais. Tu te Il a rends- rien à perdre. Mais tu t'es fou, tous ces électeurs qui aiment Ben Gvir, t'es fou. Il a le plus à perdre. Non, mais lui, non, il sait très bien que les gens qui vont voter Ben Gvir, ils vont pas voter pour le C'est pas Likoud. vrai. C'est pas Il vrai. peut essayer C'est pas de vrai. se la jouer Mamlarti. Non, non, de tu vois, cela- il a fait exactement ce qu'il devait faire. Il a envoyé un message en disant « Je pense que c'était pas bien pour Israël », c'est-à-dire comme ça, sa base électorale à Netanyahou qui serait choquée de ça, eh ben, ils ont reçu un message, mais ils sont pas suffisamment loin de Ben Gvir pour que l'action qui soit prise, c'est de le virer. Non, t'as raison que n'importe quel autre gouvernement, c'est évident qu'il aurait fallu faire ça, mais là... Netanyahou, il pouvait pas faire ça, il est en campagne. Ça y est, ils sont en campagne. Justement parce qu'il est en campagne, justement Non. parce qu'il est toujours en relation avec Trump et tout ça, et donc il veut se la jouer, Oui, Mamlarti. il a envoyé un message. Ouais, je pense pas que ça a résonné beaucoup. Mais je pense pas qu'il veuille que ça résonne beaucoup. Je pense qu'il veut faire le minimum syndical. Et donc il passe pour une merde pour la droite et pour la gauche, parce que c'est-à-dire qu'il se fait doubler par la droite, par l'extrême droite. Oui, bah ça toujours. Donc il tient rien et il se fait et donc et ni à droite ni à gauche et donc il tient rien du tout quoi en fin Ouais. de compte. Oui, bah oui, c'est une bonne conclusion. Donc ça c'est la flottille numéro 4. Celle-là c'est la pire à cause Mais cause c'est ce des qu'ils images. Ils veulent, tu sais, c'est comme quand ils montent ce Ben Gvir quand il monte sur le mont du comment ça s'appelle Le mont le mont du temple. Le mont du temple. Qui est interdit de prier là-bas et il y va exprès, et il fout le bordel et machin. En fait, c'est quelqu'un, ce mec, tout ce qu'il veut, c'est lancer une étincelle sur le Moyen-Orient et que ça s'enflamme. C'est tout ce qu'il veut. C'est un pyromane, ce Ben Gvir. C'est un pyromane. Il n'y a pas de meilleure définition que ça. Et cette vidéo avec la flottille, Ouais, mais quand tu c'est le la même sais, chose. t'es censé, tu vois, voir venir le truc. Et quand t'es Premier ministre, soi-disant le Churchill du Moyen-Orient. Ouais, mais il est occupé avec, tu vois, à gérer les ultra-orthodoxes. Non, moi je te dis, il tient plus. T'as tout à fait raison. Il ne tient plus rien, Bibi. Et espérons que ça continue jusqu'à ce qu'il perde les prochaines élections. Bah là, il passe pour un con, de toute façon, peu importe de quel côté tu regardes du prisme politique. Tout à fait. Et à l'étranger, c'est... Ah, mais j'ose même pas c'est regarder encore comment pire. c'est. Parce qu'après, ça, c'est le genre de truc qui est repris après par notre ami Mélenchon et toute sa clique. Non, mais c'est choquant, les vidéos, elles sont choquantes. Et elles sont C'est vraiment... Elles sont super... Enfin, je sais pas, on peut montrer quelques photos... pour ceux qui nous regardent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que. On peut montrer quelques photos. Donc on a là, tu vois comment ils sont On voit traités. Mais, des gens sur le sol, quoi. On voit des gens. Mais vraiment, mais à quoi ça sert en plus que ça soit filmé? Ça sert à faire une campagne électorale pour Ben Ça Gvir. fait Va pas plus loin que ça. Ça fait peur à personne. Bah ça, c'est sûr. Au Ça- contraire. Ça fait juste. Et tu sais que, attends, cette flottille, pendant que tu montes les photos à ceux que ça intéresse, Et regarde là, il est là avec le drapeau israélien, ouais. en chantant la tikva, en se
tu vois, il est là. Et encore une fois, c'est une flottille qui n'a amené absolument aucune aide humanitaire, il faut le dire. Mais ils et qui essayent ont même jeté, pas. ils ont jeté à la mer des bouteilles en plastique avec des bonbons. Pour que ça arrive à Gaza, depuis Chypre. Non mais arrête. Non, mais c'est n'importe quoi. Oui, mais c'est n'importe quoi quand même. Tu vois, c'est Non, mais navrant. c'est quand même du la- foutage de gueule à tous les niveaux. Et ça, c'est Miri T'as Regev pour ceux Miri qui... Regev qui est allée, elle aussi, elle est là. Une ministre qui fout rien de la journée, elle est censée être ministre des transports. Donc c'est quand même super important. Ah si, ils ont inauguré une nouvelle ligne de train. T'as pas vu? Bibi, il est allé, il a dit c'est une grande nouvelle pour l'histoire d'Israël. Et en fait, il a inauguré une ligne de train du nord au sud, mais à l'ouest, à l'est. Donc c'est-à-dire que t'es plus obligé d'aller dans le... Tu vois, passer par Tel Aviv, tu peux aller de, je sais pas, j'ai pas regardé exactement, mais en gros, tu pourrais aller potentiellement de Tibériade à Rahat, j'en sais rien, tu vois, sans passer par Tel Aviv. Donc c'est censé être... Cette histoire de transport en commun en Israël, déjà quand j'ai fait mon Aliyah, on était en 89, on en a parlé la semaine dernière, j'avais trouvé ça ringard quand même Israël au niveau des transports Puis en ça commun. s'est pas beaucoup amélioré Je m'étais depuis. dit, je me faisais souvent... Parce que quand tu arrives de France, surtout de la région parisienne, tu as le métro, tu as les bus, tu vas T'as visiter... les trains, tu vas partout en train. Tu vas visiter ta tante, tu Le prends TGV, un train, tu as les TGV, tu peux aller en Angleterre. Je te parle des années 90. Donc, tu arrives en Israël, Startup Nation, tout ça. Bon, c'était pas encore Startup C'était pas Nation. encore ça, mais bon, enfin, tu vois, ils se la jouaient, quoi. Et que des bus, tout en bus. Et à l'époque, c'était pas encore les embouteillages qu'il y a aujourd'hui. Ouais. Et depuis, je me rappelle que j'avais trouvé ça très bizarre qu'il n'y ait pas un train qui aille de Ben Gurion à Jérusalem, capitale ancestrale du pays. Et rien. Et depuis, ça n'a pas beaucoup bougé. Bah attends, si moi je travaillais à Jéru, et il y avait pas, je travaillais pour l'Organisation sioniste mondiale, et il n'y avait pas de... J'allais en bus, j'avais pas de voiture, donc j'y allais en bus. Je restais bloquée dans les embouteillages, dans les manifs d'ailleurs d'ultra-orthodoxes de Namout Velonik Diaïs. On préfère mourir plutôt que s'enrôler à l'armée, donc ça je te parle d'il y a quelques années déjà. Et au fur des années, j'ai arrêté de travailler à Jérusalem et ils ont ouvert la ligne Tel Aviv-Jérusalem de train qui est quand même en une demi-heure, tu fais le porte-à-porte. Donc c'est quand même une petite distance. C'était quand même dingue. Tu fais le gare à gare. Tu fais de gare à gare. Le moi porte-à-porte, c'est j'habite. beaucoup plus compliqué. Alors moi je faisais trottinette jusqu'à la gare, 5 minutes, et ensuite j'arrivais et je travaillais au gouvernement, au ministère de l'économie, qui est, tu sais, dans la Kiryat HaMemshala, donc il y a tous les ministères qui sont réunis à la sortie de Jérusalem, aux sorties de la gare. Et donc après j'allais à pied, donc c'était 5 minutes. Donc vraiment j'étais à 38 minutes porte à porte de Tel Aviv à Jérusalem. C'est dingue, c'est dingue. Et en fait ça s'est passé quand là, en 2020, un truc comme ça. Ouais, mais il y a encore des villes par exemple pour y accéder, tu dois prendre 3 bus. Et le problème, c'est la périphérie, quoi. Quand tu veux aller dans le nord, quand tu veux... Moi, il n'y a pas longtemps, on m'a proposé un boulot à Beersheva. De diriger une école de design et tout ça, d'être chef de la section graphisme de cette école-là. Et donc, super poste et tout ça, le job, tu vois, rêvé. Et mais bon, faut aller à Beersheva tous les matins. Ouais. Et j'ai regardé, et en gros, c'est entre 1h45 et 2h le porte-à-porte. Ouais. C'est-à-dire, tu sors de chez toi, tu vas à la gare, tu attends le train, tu prends le train et tu vas... Ouais, et puis c'est long, quoi. C'est pas rapide, quoi. Et donc, t'en as pour au moins... Alors que c'est pas loin. Mais c'est incroyable en France, mais tu prends le métro, enfin tu vois. Oui, c'est le RER, genre. Ouais, tu prends le RER, tu sors, tu pars de ta banlieue, tu arrives dans Paris, c'est rapide, il y a pas de problème. En Israël, alors maintenant on a le métro quand même. Ouais, mais encore une fois, c'est pas, ça devrait être intégré depuis longtemps. Bien sûr. On a le métro, on a 3 stations, on a une ligne. Tu as la ville qui est complètement retournée parce qu'ils sont en train de creuser la deuxième. Ça fait 5 ans depuis le Covid qu'ils creusent, mais comme des malades. Ils creusent pas dans la pierre, ils creusent dans du sable. Enfin, c'est un truc de fou. Enfin, c'est tellement... les gens qui sont ils sont pas qualifiés. Et donc, tu as cette Miri Regev qui est soi-disant être la ministre du Transport qui revient de Londres
parce qu'elle peut y aller à Londres. Bah Cette ministre du Transport, en fin de compte, je pense qu'elle s'est dit, comme c'est moi la ministre du Transport, je dois me servir beaucoup des transports. C'est ça mon job. Elle est tout le temps à l'étranger. Et donc elle revient, et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va se prendre en photo à côté de ce bateau prison, encore une fois, pour donner des munitions à l'ennemi, quoi. Enfin, ça va vraiment... Enfin, ça c'est sûr qu'on va en entendre parler. Ah bah, et Bethsedec, j'ai envie de te dire. Ça a du sens qu'on entende parler, c'est une catastrophe. Et après, je suis sûre qu'ils n'ont pas été maltraités dans le sens, tu vois ce que je veux dire? C'est pas... Non, mais tu vois... Ça change plus rien, en fait. Non. Parce que l'image, elle est là. De toute façon, demain, ils seront libérés et tout ça. Mais le fait que les images, elles ont tourné... Et tu te dis, mais comment il n'y a pas quelqu'un dans le gouvernement où c'est son job? C'est son job... Mais ils n'en veulent pas. Ils en veulent pas. Regarde la Yoram Hashit, la procureure générale. Là. Son but, c'est de faire expliquer la loi. Même dans le gouvernement. Genre... en mode propagande pro-israélienne en disant « Regardez, les gars, ils arrivent. » Comment tu justifies ça? Tu peux justifier. Comment tu justifies ça au niveau du gouvernement? Bah oui, mais même s'il y avait quelqu'un dont le job c'était d'expliquer, expliquer qu'il n'y a pas de génocide, tu peux, vu qu'il n'y a pas de génocide, mais expliquer qu'on traite bien les mecs de cette flottille alors qu'on voit clairement qu'ils sont sur le sol. Non, mais tu peux bien les traiter, tu n'es pas obligé de les mettre sur le sol. Oui, mais c'est ce qu'ils veulent. Tu peux les asseoir tranquillement. Tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre dans le gouvernement, tu es censé avoir le gouvernement. C'est qu'il n'y a personne pour vraiment s'occuper de cette histoire-là. Parce que mais il ne devrait pas être accepté que des ministres aillent faire ça. Mais c'est clair. Donc il n'y a pas besoin de quelqu'un dont le job ce serait. C'est juste qu'il devrait y avoir un... Non, mais il devrait y avoir quelqu'un dans le gouvernement où son job, ça serait justement comment on s'occupe de la communication autour de cette histoire de flottille qui revient. C'est pas la première fois, donc on va s'en occuper sérieusement. Ils s'occupent pas non plus de préparer un budget pour aider quand il y a une guerre, alors qu'il y a des guerres tout le temps. Tu vois. Donc on est d'accord. Ils s'occupent de rien en fait. Non, voilà, c'est ça. Ils sont pas qualifiés, ils font nuls. Pas le boulot. Mais ils le font exprès, moi je te dis. Et du soir au matin, ils sont là à nous parler de. C'est nous les ultranationalistes, c'est nous on aime Israël, c'est nous les sionistes, alors qu'on fait tout le contraire. Alors qu'on fait la honte à Israël du soir au matin. Et après, encore une fois, c'est compliqué, encore pour des gens comme nous, d'aller expliquer. Et c'est à nous après de faire le boulot, d'aller dire ouais non mais vous comprenez, c'est pas que ça, c'est eux, c'est que eux, ils ont pas vraiment. Ben Gvir, il fait pas que ce qu'il veut. Et donc, on est toujours comme des cons, quoi. Et donc, tu as des Tucker Carlson, tout ça, des Mélenchon qui viennent et disent regardez, c'est ça Israël. Est-ce qu'ils ont tort en fin de compte? Ouais, mais je me dis, tu vois, la semaine dernière, on a aussi eu l'Eurovision. On est arrivé deuxième. Et tu vois qu'il y a beaucoup de pays quand même qui ont voté pour... tout le complotisme en disant que c'est les Juifs qui votent pour Israël. Pas du tout. Il y a des pays où il n'y a pas de Juifs qui ont voté pour Israël. Et Pologne. ils ont fait un bon boulot pour la juif. Et donc du coup tu te dis il y a quand même une sorte de dualité quand même entre qu'il faut jongler avec une complexité par rapport à Israël, de la réalité d'Israël, de comment Israël est perçu, de comment elle est perçue vraiment par les gens normaux qui sont je sais pas à Milan ou tu vois au Danemark. Les gens normaux ils nous regardent Enfin, je pense que la vision d'Israël qu'il y a à l'étranger en ce moment, c'est vous êtes tous des merdes. Bah, je suis pas sûre. Ah si. Non, je pense que les gens, ils savent que c'est pas aussi... La majorité, on pense, ils voient les images. Quand tu sais pas, quand t'es mexicain, quand t'es coréen... Je pense que t'en as rien à foutre. Oui, t'en as rien... Donc t'en as rien à foutre. Bah oui, mais donc tu dis pas que... À la base, tu sais pas, t'en as rien à foutre. Tu vois passer à la télé tous les soirs. Tu vois les images, France, tu vois les... Mais... En Chine, il n'y a pas d'infos sur Israël. En Chine, mais même au Mexique, ils en ont rien à foutre. Je ne suis pas sûr qu'au Mexique... Mais bon, il y a une subjugation sur Israël. Ouais. Je crois que... Je me rappelle qu'une fois, j'étais allé au QG de la Tikchoret comment ça s'appelle, de la télécommunication, là où il y a tous les journalistes et tout ça à Jérusalem. Et il y avait un gars qui m'avait dit il y a plus de journalistes internationaux en Israël que sur tout le continent africain. Ouais. Et j'étais étonné. Je le savais aussi. Il m'avait dit il y a plus de gens qui viennent. Parce que ça les intéresse pas. Parce qu'aussi on est une démocratie, j'avais lu pas mal là-dessus. C'est-à-dire le fait qu'on soit une démocratie et en conflit, ça permet à la liberté de la presse, là où tu vois en Chine, il n'y a pas de liberté, au Soudan.
S'ils ne veulent pas que tu publies, ils t'interdisent d'aller à un endroit et tout. Donc en Israël, on est pris aussi à notre propre jeu dans le sens où on a les lois d'une démocratie où on laisse la presse, après on a eu des questions à Gaza et tout, mais en principe, on laisse la presse publier et faire son job sur le terrain et donc du coup être complètement libre dans la critique qu'ils font d'Israël. Et dans les mensonges aussi parfois, tu vois, l'AFP, tu vois des trucs qui sortent. Le militant de machin, non, c'est un terroriste, c'est pas un militant, genre arrête de dire de la merde. Donc tu dis, c'est ça aussi qui joue contre nous, c'est et la quantité et le fait que ce soit une démocratie qui fait que c'est accessible et que le gouvernement est responsable de la sécurité des journalistes. Mais quand tu comprends l'enjeu stratégique de la communication par rapport à ce qui se passe à Israël. Si tu n'es pas complètement taré, si tu es comme Netanyahou, ça fait 20 ans que tu es au gouvernement et que tu comprends qu'il n'y a pas que la guerre sur le terrain, il n'y a pas que le Hamas et le Hezbollah, il y a une communauté internationale et si cette communauté-là, tu te la mets à dos, au bout d'un moment, tu vas payer cher. Ça y est, et tant que tu es supporté encore par certains pays, tu peux faire encore du business et tout ça. À partir du moment où toutes les portes se ferment, tu peux pas. Quand il dit on va être Sparta, tu peux pas être Sparta. Israël ne peut pas se permettre d'être Sparta. Tu es obligé d'avoir des pays qui te soutiennent. Tu es obligé d'avoir des relations. Non, mais il construit des relations avec des dictateurs en Afrique. Et donc, quand tu es censé savoir faire ton boulot, tu sais que la communication par rapport à ce qui se passe à Israël, c'est important. Et tu sais que tu ne peux pas laisser n'importe quoi, n'importe qui dire n'importe quoi. Et donc, tu t'en occupes. Et là, il n'y a rien. Et tu te dis, mais c'est de la folie, quoi. C'est-à-dire, comme on venait de dire là à l'instant, quand tu regardes les infos à l'international, quand tu ouvres une chaîne de télévision en Belgique, en Slovénie, en Ukraine, je ne sais pas s'ils s'occupent d'Israël, mais... j'ai pas envie de dire des trucs obvious comme en Espagne ou en Irlande, des pays qui franchement ne peuvent pas nous saquer, mais des pays qui à la rigueur ils en auraient rien à foutre, pas plus que ça. Quand eux ils regardent la télé, c'est nous les méchants. Oui. Et on explique très mal pourquoi c'est pas le cas. Oui, t'as raison. Oui, et on va payer ce truc-là pendant très longtemps. On va payer pendant très longtemps parce que je pense qu'il est beaucoup plus facile de détériorer. On le voit aux États-Unis, là. On voit ce qui se passe. C'est la droite américaine qui était toujours grand supporter d'Israël qui commence petit à petit à lâcher Israël. Oui, il y avait eu un sondage là récemment comme quoi Israël est le pays le plus détesté au monde. C'est-à-dire avant la Russie, avant la Corée du Nord, c'est-à-dire c'est tellement présent en fait. Que tu vois, il n'y a pas de chiffres précis, c'est-à-dire tous les chiffres des morts à Gaza, c'est le Hamas. Donc en fait, c'est un conflit, on ne sait toujours pas jusqu'à aujourd'hui combien il y a eu de morts réellement. Et pourtant, donc il y a des chiffres qui sont jetés comme ça. Mais t'as pas d'Asbara qui s'occupe de ça. Non, mais je sais bien, je te parle pas que du côté israélien, je te parle aussi du côté international. Si tu mets de côté Israël, les journalistes, ils sont quand même censés faire leur travail, se dire que les chiffres, c'est des chiffres, et forcer Israël à répondre aux chiffres, faire une enquête, répondre. Quand tu vois le nombre de morts qu'il y a eu, tués, assassinés, encore aujourd'hui, pendus par le régime en Iran, en si peu de temps, et que ça n'arrive pas aux chiffres des morts civils à Gaza, tu te dis que tout ça est manipulé, et que même si on avait la meilleure communication du monde, quand tout est fait pour nous accuser et qu'il y a de l'argent qui vient sûrement du Qatar et de d'autres pays pour justement renforcer... C'est clair, on le voit, l'argent du Qatar qui arrive sur les campus américains. Bien sûr. Mais ce que je veux dire, c'est qu'en face, il n'y a rien. C'est-à-dire le terrain, il est vide. Ouais. Donc tu as le Qatar qui est d'un côté qui investit des milliards dans les universités américaines et donc on les voit sortir tous avec leur kéfier. Le 8 octobre, ils sont déjà dehors en train de crier avec les pancartes super bien imprimées et tout ça, toutes les mêmes dans toutes les universités, tous en train de crier au génocide alors qu'Israël n'avait même pas encore commencé la guerre, son opération sur Gaza. Et en face, tu n'as personne. Et en face, tu as Miri Regev et Ben Gvir. Tu sais ce qu'on a en face ? Et ça me dégoûte, quoi. Enfin, ça me fait tellement mal au cœur. Tu sais ce qu'on a en face ? Qui est-ce qu'on a en face ? Fauda. Mais c'est horrible, Fauda. T'as vu la nouvelle saison ? C'est sorti. Je sais pas si c'est sorti en France. Moi, j'ai vu les 2 premiers épisodes. Moi, ça me dégoûte, Fauda. Pourquoi ça te dégoûte ? Parce que je trouve que faire une
c'est romantiser ce qui se passe dans les territoires. Et c'est mal fait, et c'est pas la réalité, et ça explique rien ni à l'étranger, ni aux Israéliens. Non, je suis pas d'accord. Et moi, je me refuse à regarder ça. Bon, bah écoute. Tant qu'il n'y aura pas... J'ai pas l'impression que ça romantise quoi que ce soit. Ah si, à mort. Je vois pas en quoi. J'ai vu un épisode ou deux, j'ai vu des petits trucs, c'est les gentils Israéliens. Mamash là. Ah si. C'est pas du tout. D'ailleurs, c'est vu dans. C'est les plus grands scores de Netflix dans le monde arabe. Dès que Fauda est publié, ils adorent et ils trouvent que c'est pas du tout. Enfin, en tout cas, c'était avant le 7 octobre. Mais. C'est très pro-israélien. C'est fait par des Israéliens. Mais c'est pas ce que les pays arabes disent. Je te le dis. Donc. C'est loin de la vérité. Et oui, mais c'est pas le but c'est pas d'être dans la vérité. Quand tu fais une série qui parle d'un... Oui, mais quand tu fais James Bond, tu parles pas de la CIA. C'est pas James Bond. Comment ça s'appelle MI6 Quand tu fais un film sur la guerre du Vietnam, pendant la guerre du Vietnam, tu vas... C'est presque comme si tu faisais un documentaire. Parce que quand le film y sort, quand Apocalypse Now est sorti, qui a été tourné au Cambodge et au Laos pendant la guerre du Vietnam, quand il est sorti, les gens ils ont regardé ça en se disant c'est ce qui se passe. C'est un documentaire mais ça, sur le Vietnam. C'est pas leur. Oui, mais ça donne ils n'ont pas à prendre ça en considération. Est-ce que les gens vont être cons ou pas? Ils font un truc qui est une œuvre de culture. C'est pas une œuvre de culture. Oh bah alors là, franchement, je vois pas. Je te conseille de regarder la série avant d'en parler parce que vraiment, c'est une des meilleures séries. C'est pas que j'ai jamais vu Fauda. J'ai regardé un épisode excellent. par-ci, un épisode par-là. Ça montre beaucoup de complexité. Il y a des moments où tu te dis c'est super pro-israélien. Il y a des moments où tu te dis c'est super anti-israélien. Il y a beaucoup, justement, je trouve, de... Bien sûr, c'est hyper militarisé, c'est hyper, tu vois, grandiose des héros, mais c'est aussi une série de fiction. Après, là où je peux comprendre, c'est effectivement quand tu fais une série qui est liée à un conflit pendant que ce conflit est en œuvre, il y a une mourkavout, il y a une complexité, mais tous les films israéliens qui traitent du conflit, ils sont malheureusement pendant que le conflit est en œuvre. Là, il y a une espèce de... Pour moi, il y a une espèce de je sais pas comment dire, de washing comme ça, de nettoyage, on se la donne, on se donne bon air mais attends, par rapport à ce qui se passe vraiment dans les territoires. Non, mais c'est pas que dans les territoires. Et je te parle moi de Yehuda et Shomron. Je sais pas je peux être d'accord sur les territoires, mais le fait est que quand tu vois leur truc un peu grandiose et machin, et que tu vois après l'opération des talkie-walkie ou des beepers, c'est bien mieux que Fauda la réalité. Israël est bien plus fort en plus que ce qui est montré en mode héros dans Fauda. Donc là, moi, je suis pas d'accord avec toi. Je pense que vraiment, ça montre une partie de ces unités ultra... Déjà, c'est fait aussi sur leurs expériences. Après, comme tu dis, c'est romantisé, mais je trouve pas que ce soit nécessairement un problème que ce soit ça. C'est-à-dire personne s'attend à ce que ce soit un documentaire. Moi, ça me dérange. Ça me dérange qu'on soit toujours dans ce rapport de force avec les Palestiniens et qu'on en fasse déjà une série et que voilà, ça soit intégré à la vie. Voilà, c'est une série, ça fait partie de la vie. C'est même plus la réalité, c'est une série. La plupart des Israéliens, ils connaissent le conflit avec les Palestiniens via Fauda plus que via la réalité. Et ça, moi, ça me dérange. Moi, ça, je sais pas d'où tu sors ça. Je suis pas tout à fait d'accord. Moi, la plupart des Israéliens que personne je connais... se dit que c'est vraiment le conflit israélo-palestinien. Ils y sont jamais allés mais ça, dans d'accord, les territoires. Mais l'un n'empêche pas l'autre. Moi, quand je vois Fauda, je me dis pas c'est le conflit israélo-palestinien. Je me dis c'est une série... Mais quand un jeune de 14 ans, il regarde ça, et ben, il se dit, bon, bah, ça doit être pas très loin de la réalité. Mais je pense que c'est pas très loin de la réalité. Non, c'est très loin de la réalité. Moi, je suis pas d'accord. Parce que t'as pas... Bon... Non, mais même si j'y ai pas été, déjà, je pense que je me base pas que sur mon opinion à moi. Des gens, il y a des articles qui sortent par dizaines à chaque fois qu'il y a une nouvelle saison. Super pro-israélien, super... le pinkwashing, enfin, je sais pas pourquoi je dis pink, mais enfin... Cette façon à l'israélienne de bon, c'est pas si grave que ça, c'est ok, de toute façon, c'est intégré dans la vie. Il y a les territoires, regardez, on en a fait une série, c'est sympa, c'est normal. C'est pas... Je pense pas que quand tu regardes Fauda, tu te dis c'est normal. Je pense que tu es extrêmement choqué de la violence, de la complexité, de la tristesse. C'est vachement portrayé, genre vraiment, vraiment présenté comme des situations où personne n'est gagnant. Chaque fois, c'est vraiment... alors oui, tu as des terroristes, tu as des trucs, c'est un peu comme ça, mais moi, j'ai pas du tout le sentiment, et d'ailleurs, je te le dis vraiment pour le coup, avoir lu à chaque saison... que dans le Golfe, les pays du Golfe, ils sont fans absolus et qu'ils trouvent que justement, c'est pas du tout pro-israélien. Je vais me faire non, mais te force mal. pas.
et je vais aller regarder la première saison et je reviendrai Je me pour souviens te plus dire. de la première saison. Mais, Je vais me la binger. mais c'est sûr et que je te tu as dirai. raison dans le sens où c'est vrai que c'est une série sur un conflit qui est en ce moment en train de se passer. Les films de guerre sur les conflits, qui sont en train de se passer. Déjà, les films de guerre, c'est très compliqué, je trouve. Ouais. Parce qu'il y a toujours un parti pris. Je me rappelle que moi, j'adore les films de guerre. Mm. J'adore. Je crois qu'un des films que j'aime le plus, c'est Black Hawk Down. Ok. Donc, tu vois, quoi, le mec qui aime bien les films de guerre. Donc, non, Bah, je les ai tous vus. Mm. Et je crois que, ma vision, par exemple, de la guerre du Vietnam, c'était les films sur le Vietnam. C'est Ok. tous les films que j'ai vus par rapport à la guerre du Vietnam. Et quand après tu apprends l'histoire, tu fais un vrai travail, tu essayes de comprendre et tout ça, bah, c'est pas comme dans les films. Ouais, mais C'est je trouve pas ça ça. bizarre que tu es la Tsipia, que tu es qu'on est la. Comment on dit Tsipia? La croyance. La croyance ou l'attente que l'attente ce que tu vois ouais. dans un film, ce soit la réalité. Tant que s'il n'y a pas écrit que c'est un documentaire, c'est pas un documentaire. Ouais, mais c'est pas grave. Quand tu regardes un film de guerre, tu fais pas vraiment. Tu te dis bien que si c'est un film d'Hollywood, c'est vachement Surtout si c'est pro-américain. Surtout si c'est un film d'Hollywood, c'est super bien fait. Tu te dis, Oui, bon, mais c'est super bien c'est fait avec comme un ça. narratif américain. Les films d'Hollywood, les films de guerre d'Hollywood, ils sont là pour montrer l'Amérique dans son. Bah oui, donc tu sais que c'est pas un dans documentaire. toute sa gloire. Ouais, mais t'y crois. Quand tu vas voir Top Gun, t'y crois. Tu sais que quand ils ont projeté les premières projections de Top Gun, Mhm. à la sortie, il y avait des gens de l'armée américaine qui faisaient signer les jeunes pour s'engager dans l'armée. Parce qu'ils Oui, savaient... mais c'est de la propagande, ça. Ok, donc à chaque fois que tu regardes un film de guerre, Mhm. tu l'intègres, toi, comme une réalité. Bah moi je trouve, alors si Fauda, le but c'est de faire de la propagande, c'est de la très mauvaise propagande. Parce que franchement, il y a plein de moments, mais vraiment plein de moments, où tu vacilles entre des moments où tu te dis ah, Israël ils sont top, ils se défendent, c'est bien, machin, et des moments où tu vois la souffrance des Palestiniens et où tu vois la complexité, et tu vois des familles qui sont divisées par certains qui sont justement en train de se radicaliser, tu vois le prix à payer pour les familles qui perdent tout parce que Israël vient... Non, je trouve que ça met pas du tout... Je sais pas, c'est la première fois je te dis que j'entends je trouve que les gens au contraire disent ça pourrait être plus pro-israélien, ils donnent vachement de place au narratif de palestinien, mais pas que, tu vois, au narratif même du Hamas, de expliquer le Hamas, des trucs où tu te dis ils devraient même pas aller jusque-là, et pour autant ils le font. Donc en tout cas, en Israël, la saison 5, si je me trompe pas, est sortie cette semaine, hier, avant-hier. Et je ne sais pas quand est-ce que ça va sortir en France, mais moi, je suis... Ils feront quoi s'il y a la paix? Est-ce qu'ils inventeront des saisons? Ou ils suivent la réalité? Est-ce qu'ils suivent la réalité? Là, c'est lié au 7 octobre, donc oui, ils sont liés à Je trouve que c'est horrible, moi. Moi, je comprends... Enfin, j'ai beaucoup de mal avec le fait, par exemple, on soit 3 ans après, qu'il y ait déjà une série romantisée qui va te parler du 7 octobre. C'est pas romantisé, ça vient te montrer justement... Si c'est pas un documentaire, il y a des acteurs, ils vont jouer les gens qui ont été moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. On a commencé à parler de ça parce que je te disais, c'est pas le gouvernement qui va faire le travail de présenter tu disais le truc. En face, sur le terrain. Donc moi, je trouve que Fauda, là, des 2 premiers épisodes, on voit aussi vachement... tu vois, c'est censé se passer à Marseille, sauf que ça n'a pas pu être tourné à Marseille parce qu'il y avait des menaces antisémites, donc ils ont dû aller filmer à Budapest. À Marseille, il y y avait des menaces antisémites. Étonnant. Alors là, je suis choqué. Et bref, et c'est sûr, tu vois, justement à Marseille, des Palestiniens qui auraient été impliqués dans le 7 octobre, etc. Et en fait, je trouve ça super intéressant parce que déjà, ils en foutent plein la gueule sur la France, et tant mieux parce qu'à ce niveau-là, je pense qu'ils le méritent. Tu sais, il y a eu toute cette histoire de la France qui a recueilli des réfugiés palestiniens après le 7 octobre, et plusieurs milliers au départ, et qui s'est arrêté parce qu'ils se sont rendus compte qu'il y avait des mecs qui étaient et des femmes, je crois 2 femmes en l'occurrence, qui étaient vraiment investis dans le terrorisme palestinien du 7 octobre, donc juste avant. Et il y a des Français qui ont gueulé en disant mais vous êtes des grands tarés, genre arrêtez de nous amener des terroristes. Donc c'est-à-dire, à la fois, j'ai de la peine pour vraiment les réfugiés civils palestiniens qui ont besoin d'un asile et qui auraient été repris par la France. Et il y en a.
Mais tu te rends compte que, encore une fois, c'est quand même dingue un pays comme la France qui laisse rentrer des mecs de Gaza, donc en pleine guerre après un pogrom de dingue, sans se dire on va quand même vérifier qu'il n'y a pas des mecs du Hamas qu'on laisse rentrer en France. Enfin, quel amateurisme. Je pense que le Quai d'Orsay, ils doivent devenir fous là-dessus, quoi. Parce que les services de sécurité français, ils doivent très mal, j'imagine, ils doivent mal l'accepter, ça. Mais bon, il y a une volonté politique de se la jouer ultra open. De reconnaître la Palestine, de soutenir. Et en fait, tu sais pas qui ces mecs-là, comment ils vont devenir, en fait. De brosser dans le sens du poil. On va pas s'énerver, on va pas énerver les électeurs musulmans de France. Mais je pense que tu sais, c'est même pas une question de musulmans. Au final, tu les vois sur la flottille, c'est pas des musulmans. C'est des mecs d'extrême gauche qui se veuillent bien pensants. Et je suis même pas sûre que la majorité des musulmans en France, enfin, tu vois ce que je veux dire, je pense rare de trouver des musulmans pro-israéliens ou pro. Moi, j'en connais. 2-3. Hein. Moi, j'en connais pas non plus des très. Enfin, tu vois, personne me parle en me disant des trucs. Enfin, j'aime pas trop ce genre d'amalgame de toute façon, je t'avoue. Donc, moi, non, mais c'est pas que la communauté musulmane française, elle est connue pour être très pro-israélienne. Oui, mais il y a une différence entre pas être pro-israélien et être pro-Hamas. C'est pas être pro-Hamas, mais quand il y a un conflit comme ça, généralement le réflexe c'est. Mais bien sûr, ça c'est sûr. Mais il est clair, quoi. C'est pas que. Ça c'est évident, mais tu peux soutenir la cause palestinienne sans comprendre jusqu'au bout, d'ailleurs, ce que ça veut dire, et sans pour autant soutenir un islamisme radical. Ouais, t'es pas obligé de soutenir un islamisme radical, mais ce qu'on voit souvent en Europe, c'est que ça se transforme en espèce d'antisémitisme, et que tous les juifs européens ils sont associés obligatoirement avec Israël, et que c'est les premiers à payer sur le terrain. Alors qu'ils sont peut-être passionnistes. Enfin, oui, et puis de toute façon, ils n'ont pas choisi d'avoir eux non plus, ils n'ont pas choisi la politique du gouvernement. Et la réponse face au 7 octobre. Donc, on en avait déjà parlé un petit peu la semaine dernière de l'antisémitisme. Donc, je pense qu'il faut qu'on finisse sur une note positive. Moi, j'ai une note positive. Ah. J'ai une note positive. Dis-nous tout. J'ai une copine qui quitte Israël. Je suis dégoûté, franchement. Elle va où ? Alors, elle se barre en Espagne. Oh j'ai essayé de lui expliquer, mais elle m'a dit que... Et alors, Je suis très, très triste. Et c'est une fille que je connais depuis des années, puisqu'on était à l'école ensemble à Betzalel. Donc, on se connaît depuis les années 90, 94 pour être... Donc, ça fait 30 ans qu'on se connaît. Et elle en est arrivée à un moment dans sa vie où elle s'est dit que c'était mieux pour elle et sa famille, donc son mari et ses 2 filles, d'aller vivre en Espagne plutôt que de rester en Israël. Et je trouve qu'en arriver là, il y a une vraie crise déjà de l'identité avec tout ce qui se passe au niveau politique et tout ça, et qui est des Israéliens, tu vois, elle c'est une Israélienne 3e génération, tout ça. Enfin, c'est pas une Ola Hadasha qui rentre dans son pays ou quoi que ce soit. Elle n'est pas en plus. Mais il y en a beaucoup en vrai. Elle n'est pas espagnole ou quoi que ce soit. Elle en peut juste plus, quoi. Mais je trouve ça bizarre de faire ça juste avant les élections, parce que en vrai. Non, mais même c'est plus profond que ça. Ok. Elle en peut plus, quoi. Ok. Et je sais pas, ça m'a fait super mal d'apprendre ça. Et d'un côté, je la comprends, quoi. Enfin, on rentre pas dans le sujet, on va pas en faire. On a parlé la semaine dernière de faire son alia et tout ça. Donc il y en a qui partent dans l'autre sens. En plus, elle part pour l'Espagne, qui est un des pays aujourd'hui. Mais ça ressemble plus au style de vie d'Israël aussi, l'Espagne. Ouais. Et c'est vraiment pas cher, je pense, par rapport au coût de la vie en Israël. Enfin, it makes sense, tu vois. Mais moi, je comprends, et on l'a vu depuis la réforme, depuis les guerres et tout. Vraiment, il y a vraiment des Israéliens qui partent en masse. Et d'ailleurs, on n'en parle pas beaucoup. Il y a aussi beaucoup de gens qui font de l'Alia et qui repartent parce que c'est invivable, pour des raisons sécuritaires, économiques, etc. Mais moi, je trouve que le vrai test, ça va être les élections. Parce qu'au final, je pense que... Et on le voit souvent dans les commentaires du podcast, les gens nous disent ouais, mais Netanyahou, il a été élu démocratiquement, en gros, fermez votre gueule. Tu vois. Et en fait, non. Déjà, si tu comprends un minimum le système des coalitions israéliennes, ce que tu es en train de dire ne veut rien dire, donc arrêtez de nous lâcher des commentaires comme ça, merci bien. Et en plus... Fermez vos gueules. Non, mais tu vois ce que je veux dire, faites des commentaires qui au moins ont du sens. Si vous nous insultez, tu vois, quitte à nous insulter.
Et du coup, pour moi, le vrai test, ça va être, voilà, maintenant, il y a eu le 7 octobre, il y a eu le truc des ultra-orthodoxes, il y a eu le prix de la vie, il y a eu les otages, il y a eu le fait qu'ils essayent de ne pas faire une commission d'enquête selon la loi. Il y a tu vois, il y a toute la réforme, là, tout leur coup d'état juridique, d'annuler la séparation des contre-pouvoirs. Je me dis, si après tout ça, Si il reste au pouvoir après tout ça, s'il est toujours numéro 1 dans les élections, s'il est toujours il a réussi à faire une une coalition. coalition, alors là, On a un je vrai pense problème. qu'il va y avoir une vague de Yeridas, qui est donc l'inverse de l'Alia, de gens qui vont se barrer, de gens qui tiennent encore un petit peu et qui ne veulent pas voir la vérité en face et qui, enfin moi je me mets dedans, où on se dit non, il y a encore un espoir, il faut rester, il faut voir machin. Si c'est le cas, je pense que là, ce sera l'hécatombe, parce que les gens y tiennent, mais en fait, on ne peut pas continuer à se prendre la moitié de notre salaire qui part dans des impôts dont on ne profite pas. On ne peut pas continuer à avoir un gouvernement qui va en guerre comme ça, va en guerre en permanence, qui ne nous offre aucune sécurité, aucune amélioration de notre qualité de vie. C'est pas possible, en fait. Et donc, moi, je pense que le vrai test, et donc qui commence aujourd'hui avec la première lecture de la loi de la dissolution de la Knesset, c'est de savoir si oui ou non, on va pouvoir sauver Israël ou non. Tu vois, t'es positif. Bah, faut bien, non ? Envoie la chanson. Amen, que la semaine prochaine, on ait plus gouvernement déjà. Que la loi soit passée. Et qu'on soit en campagne électorale. Et que la guerre n'ait pas repris. Ah oui, oui, ça c'est vrai aussi. Quoique, à mon avis, Bibi, il voudra... Il aimerait bien, mais on espère que non. Eh ben, on se tient au courant la semaine prochaine. Suivez, followez, écrivez des commentaires, n'hésitez pas. Bonjour Merci le Sénégal, bonjour maman. Merci Ça va, à Karim ? tous. À la semaine prochaine. Ciao.